Chaque samedi, 3h après-midi, Radio Solidarité 107.3 FM invite nous écouter Coup d'œil sous microfinance. Coup d'œil sous microfinance. Une émission pour aider nous comprendre tout petits détails sous microfinance. Nous-mêmes, team machin, businessmen, entrepreneurs, étudiants, salariés, Radio Solidarité dans tête ensemble avec Widens Video et Carl Olympe qui sont deux experts dans le domaine porter pour nous coup d'œil sous microfinance. Côté web jeune toute information sur qui institution qui bail microcrédit, sur qui façon pour nous bien gérer ti business nous. Secteur microfinance là c'est alternative pour financer ti business. Avec microfinance, nous tout la donne. Branchez coup d'œil sur microfinance chaque samedi après-midi depuis le fait 3h sur Radio Solidarité 107.3 FM. De retour après la pause, et merci à toutes auditrices, auditeurs qui étaient branchés. Donc rappelons que vous avez écouté l'émission Coup d'œil sur la microfinance, une émission qui est basée essentiellement sur microfinance et nous gagnons avec nous monsieur Pierre-Marie Boisson que nous dit bonsoir et bienvenue dans l'émission Coup d'œil sur la microfinance. Bonsoir Carl, bonsoir à tous les amis de la Solidarité, auditeurs, c'est un plaisir pour nous de nous. D'accord, donc rapidement, bien que nous connaissons au passé de présentation, mais Gampil, mon capteur de là, qui t'a remis un petit bref on dit biographie et parcours, qui est-ce qui monsieur Pierre-Marie Boisson? Bon, Pierre-Marie Boisson, c'est un qui gagne une trentaine d'années dans le système bancaire là, qui travaille pour CGPAC, la deuxième plus grande commerciale du pays, qui annonce en tant que premier. Et moi, j'ai un parcours assez diversifié, parcours de carrière. J'ai commencé carrière en tant qu'ingénieur civil, qui a travaillé pour plusieurs administrations publiques, dans la société publique, les travaux publics et l'énergie et finalement finance. Et qui fait à peu près 10 ans dans le secteur public là, qui ensuite a fait son switch vers la finance. Parce que j'ai travaillé comme ingénieur jusque là. Et ensuite, qui a travaillé pour 2 années pour la Banque mondiale, la filiale Société financière internationale, qui fait crédit privé dans les pays sous-développés, je travaille sur l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, je suis retourné en Haïti pour faire une année comme consultant pour payer par l'USAID pour réorganiser la situation des banques. C'est à partir de là, en 1991, que moi je joins le groupe Sogebank, côté m'occuper de fonction pendant 15 ans, pendant 2 ans, enfin full-time. Économiste en chef qui t'a occupé surtout de conseiller banque là. Notre stratégie financière, notre stratégie en fonction de l'analyse de l'environnement économique, c'est spécialité. Ensuite, nous travaillons en pile dans le développement d'affaires, développement de nouvelles affaires. C'est comme ça que nous avons développé Sogessol à partir de l'année 2000. Les filiales Sogebank dans la microfinance. Moi également, je conseille Sogexpress qui est un transfert, le plus gros transfert dans le pays. Et je travaille tout pour divers secteurs. Enfin, moi, je suis membre du conseil d'administration de Hôtel Land Show, enfin, de la société immobilière du frère, qui possédait, qui société immobilière et financière, je m'excuse, qui possédait Hôtel Land Show. Moi, je suis membre du conseil e-Power. Enfin, moi, j'ai une série de positions de conseil d'administration et également, j'ai milité dans l'éducation, et notamment jusqu'à maintenant comme conseiller de l'AUS, l'agence universitaire de la francophonie à niveau du conseil d'orientation stratégique depuis 4 ans. Donc c'est ça plus ou moins et parcours moi participé en pile dans l'investissement dans Sogebank. Moi j'ai géré plusieurs fusions et acquisitions de Sogebank. Moi représenté Sogebank dans le forum économique secteur privé, moi représenté Sogebank dans divers autres forums. En fait, disons que je suis un membre de la gouvernance de la Sogebank au conseil du groupe Sogebank et me fait particulièrement dans le domaine qui est économique et finance. Tout à fait. Et nous rappelons tout que vous faites partie tout de Panthéon financier haïtien tout. Donc moi c'est que par rapport avec parcours ça, donc c'est un bagage qui paraît presque évident. Et par rapport avec bon nous allons camper sous cas Sogesol là que actuellement c'est président conseil d'administration. Donc il y a des gens qui connaissent le logo Sogesol, qui ont succursale autour, il y a des gens qui ne connaissent que Sogesol c'est un sigle et tout. Donc rapidement qui sont capables de faire une historicité de Sogesol et dans combien de zones nous établis aujourd'hui à succursale et qui services, différents services et produits que nous-mêmes nous offrons. Ok, Sogesol il y a à peu près, année ça va faire 20 ans. Il était créé en l'an 2000
Parcours maintenant microfinance, c'est commencé avec le fait que l'homme tape travail pour APB et moi j'ai écrit un livre, c'était le livre blanc du secteur privé pour le compte de 15 associations privées. Et dans le livre, ça, nous avons identifié que problématique taux d'intérêt en Haïti était fait que le système bancaire n'a pas servi petit, parce qu'il était contraint à servir seulement les grands parce qu'il était plafonné, taux d'intérêt plafonné. Donc, moi, je viens jouer un rôle dans ouvrir le secteur, c'est-à-dire que nous vraiment dynamiser le comportement bancaire vers la microfinance et la microfinance a bien explosé à partir de, bon, je n'écris pas ça en 91, mais en fait, moi, je suis rentré dans le système en 95, en 80, excuse-moi, pas que je suis dans le système, je suis rentré dans le système en 91, mais la loi elle-même qui a permis d'éliminer le plafond sur les taux d'intérêt et de dynamiser le secteur de la microfinance date de 95. Et depuis lors, vient une entrée assez spectaculaire du monde formel de la finance, c'est-à-dire les banques et autres dans la microfinance qui viennent vraiment exploser jusqu'à devenir maintenant un acteur très privilégié de la finance haïtienne qui vient, d'après les estimations, 200 à 300 000 clients que l'a servi. Nous-mêmes, dans ce GESOL, nous gagnons 25 000 clients actuellement et nous gagnons une part de marché estimée à 28% du marché de la microfinance non coopérative. Parce que, pour bien préciser, je parle des institutions de microfinance qui sont en dehors des coopératives d'épargne et de crédit qui sont secteurs à part, qui font microfinance tout, mais qui ne pas fait le même genre. Ok. Donc, ça ramène dans une question. Et bon, nous connaissons que si nous rentrons dans l'historique microfinance, donc, il était plus fait dans le sens comme si pour retirer mon dans misère, donc pour être capable d'éradiquer la pauvreté. Et c'est ça que fait même considérer on est comme Mohamed Younous, qui c'est père fondateur microfinance moderne, comme le banquier des pauvres. Mais ça veut dire c'est comme si il y a combattre exclusion que on dit banque commerciale et traditionnelle yo même côté que tu fait exclusion de une catégorie de monde. Mais paradoxalement nous comme si gagne en plusieurs institutions microfinance en Haïti qui c'est des filiales de banque commerciale. D'après vous même ça qui expliquer orientation banque commerciale vers le secteur ça. Bon, je me dis d'abord que nous avons une bonne perception tout de suite de Sordia. Bon, microfinance est créé, c'est vrai, dans une certaine considération que il va améliorer le sort des pauvres. Mais je ne peux pas aller jusqu'à dire, même s'il était dit à l'époque, même si certains monde qui dit que microfinance c'est un bail qui est capable à lui seul éliminer la pauvreté. Ça, c'est un jugement très simpliste. Et la microfinance répond à un besoin. Il répond à un besoin, c'est-à-dire que le monde qui travaille, en grande partie de la force de travail haïtienne, de l'emploi créé en Haïti, c'est des petites, des micro-entreprises qui ont débrouillé, qui ont dégagé pour créer un emploi pour tête. Ce sont des auto-employés. Et l'outil principal que nous avons besoin, c'est l'argent. Parce que c'est l'argent qui mène l'argent. Leur gain crédit, ils sont capables d'acheter marchandises et ils développent une activité commerciale sur une famille. Et le plus souvent, on a parlé de mari, femme, enfant, quelques monde. Ce n'est pas des bails pour employer un peu de monde. Naturellement, il y a un qui grandit. Et là, il vient grandir, il vient capable maintenant faire des choses beaucoup plus grandes. Il y a des magasins, il y a qui dans l'agriculture, il y a qui dans petite transformation, tout. Vous comprenez? Mais la grande majorité, ce sont des petits commerçants. Et pour répondre à un besoin mondial, parce que dès qu'il y a un dès qu'il y a un crédit, ça veut dire que le chiffre d'affaires augmenté, ça veut dire que la capacité pour manger, pour nourrir la famille, et surtout, je dirais, comme besoin qui éclate à partir de la microfinance, capable d'éduquer les petits, eh bien, c'est ça qui va améliorer leur bail au crédit. Parce que si vous n'avez pas de bail au crédit avant, ou bien si vous avez un crédit qui est trop cher, il y a une difficulté pour qu'un rythme chiffre d'affaires qui est nécessaire pour développer un revenu décent qui est capable de faire ça. Mais ça ne veut pas dire pour ça que ils passé de la pauvreté à la classe moyenne. Bon, de la classe moyenne, oui, on peut dire que nous sommes pas capables de passer à une classe moyenne, je dirais, définie par les critères les plus acceptés. Mais la plupart du temps, ce n'est pas des gens qui vont devenir riches. Parce que pour devenir riche, là, il faut qu'il y ait un jeu de politique publique beaucoup plus étendu que juste crédit. Alors, c'est nécessaire, je vais prendre
est-ce que banque commerciale, pour que ça banque commerciale peut intégrer dans le business ça? Parce que banque commerciale, quand on n'importe qui producteur, n'importe qui commerçant, l'identifie un besoin, côté monde doit générer ce qu'il faut pour le payer. C'est-à-dire que il bat le crédit et puis le crédit à repayer. Ça est long bail soutenable. Eh bien, banque commerciale là, c'est métier. Le métier de la banque commerciale est de donner du crédit à tous ceux qui peuvent la rembourser, à tous les gens qui sont potentiellement solvables. Alors, le taux d'intérêt a été trop faible, ça a limité la quantité de monde que la banque commerciale s'est capitalisé l'argent. Un bon exemple, c'est que l'homme dit nous retourner dans le pays à Washington, côté de la travail pour la Banque mondiale, c'est un rapport qui est sorti qui te dit que le système bancaire haïtien a gagné 400 000 déposants, mais il a gagné 2500 emprunteurs. 2500 emprunteurs. Sous le jeudi, au moment où on a parlé, là, 3 institutions de microfinance qui sont gros sur le marché. Et je me dis, bon, on peut ajouter 2 là-dedans encore, on peut dire 5. Aujourd'hui, a gagné 92 millions de dollars américains de crédit de bail. Et le nombre de clients que vous gagnez, on peut situer à 120 000 clients. Donc, de 2500 clients à l'époque, pour 400 000 déposants, le système bancaire a gagné à peu près, on peut dire 600 000, enfin 1 million de déposants. Enfin, non, plus que ça. Mais comme il y a des gens qui ont plusieurs comptes, on peut dire qu'au moins 1 million. Mais dans 1 million gagné, aujourd'hui, pour gagner un crédit qui, dans le système bancaire seulement, dépasse 120 000 clients. Donc, c'est ça l'essentiel. C'est pour que ça intéresse nous. Tout prend Sogessol, ou prend Microcrédit National, qui filiale Unibank, ou prend tout le monde. C'est des entreprises rentables. Et c'est des entreprises qui sont capables de faire du bien tout en étant soutenables économiquement, tout en étant rentables financièrement. Parfait, M. Boisson. En fait, c'est Widens et l'autre collaborateur de Cole. Et où un chiffre qui est assez intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de Sogessol, côté que vous dit que Sogessol a plus de 20 000 clients, soit environ 25 000, et que techniquement par rapport avec dans le secteur non coopératif là, donc par rapport à l'institution de microfinance qui non coopératif Sogessol représentait presque 30%, soit 28% environ. Donc ça qui fait que Sogessol, d'après point ça que vous avancé à positionnel, ou du moins très bien positionnel parmi les institutions de microfinance. Est-ce que vous êtes capable de parler, par exemple, de perspectives Sogessol à long terme et vraiment qui gens ou même en tant que président, conseil d'administration, où est impact et position Sogessol là? Bon, on dit on va être première ambition Sogessol gagne. Alors c'est ça qui est une mission même. La mission de la Sogessol, c'est de faire banque commerciale descendre au niveau de micro-entreprise. Autrement dit, tous les produits que la banque commerciale est capable d'offrir des gros clients, ou adapter le crédit pour capable de servir petit. Dans ce sens, je dis que l'économie haïtienne est plus petite que beau, parce que c'est évident. Même qu'à bord des chiffres, si vous regardez le système économique haïtien, sur à peu près 6,8 millions de monde qui gagnent l'âge pour le travail, vous avez à peu près effectivement 3 millions de monde parce qu'il y a un paquet de monde qui gagne l'âge de travail, mais qui ne pas participer à la force du travail. Vous disiez c'est ça. Les gens qui participent à la force du travail, mais qui gagnent une portion qui est au chômage. Okay? C'est 3 millions de monde. Dans 3 millions de monde, vous avez à peu près moitié là-dedans, okay? qui vraiment travaille vraiment, okay? Mais à travail. Mais sous portion ça, qui travaille là, vous avez à peine 300 000 personnes dans le secteur formel. Donc plus de millions de monde aujourd'hui dans le secteur informel. Même comme je dis que j'ai 25 000 clients, que à nous 5 qui ont échangé d'informations qui sont mieux placés dans le système microfinance là, que nous gagnons à peu près 100 millions de dollars de portefeuille, que nous gagnons à peu près 120 000 clients. Mais attention, ce n'est qu'une partie jusqu'à présent de tout ça nous sommes capables de faire. Première ambition, c'est l'ouvrir crédit dans tout pays, dans tout côté dans le pays, et faciliter les gens qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas de documentation, qui n'ont pas accès à ce système crédit en général, là, parce que ils ont même qu'à intimider pour pénétrer nos fonds. Pas les gens toute forme de crédit possible pour améliorer le revenu.
Donc, dans ce sens, première ambition, c'est la croissance. Je dis à que je regarde dans les prochaines années, je aimé que je passe un crédit de 28 millions de dollars, 28% de l'abdoulain, je aimé passer à 100 millions. C'est la première ambition que je gagne. Maintenant, qui côté ma bonne baille? Il y a un côté que ce gestion d'entreprise récemment, qui aujourd'hui représente près de moitié portefeuille en nombre de clients. Et l'agriculture. Parce que si je regarde les pays, même si les pays n'ont pas de capitale vers la ville, oui, certainement, ou il y a un pile de monde qui parle dans le secteur urbain, qui parle dans la ville, ou bien qui parle migrer à l'étranger. Mais rester quand même une grande portion de la population haïtienne pour des années à venir qui sont dans l'agriculture. Et nous avons aimé qu'ils gagnent des meilleurs moyens, nous avons aimé qu'ils commercialisent des produits. Une ambition aujourd'hui, c'est couvrir l'agriculture. C'est une plus grosse entreprise. Notre entreprise, ça ne va pas être dans le microfinance, dans 50 entreprises. Sogesol a plus de 60% portefeuille. C'est le plus gros dans tout 60% de portefeuille agricole là. Et ça représentait 12 000 clients dans 25 000 que nous gagnons. Donc, deuxième ambition à l'intérieur du premier, c'est couvrir la zone agricole à crédit, naturellement, pour des gens que nous calculons, qui rembourser nous, qui sont solvables, aider. Et nous avons parlé d'une agriculture très diversifiée dans le cas de Sogesol. Nous avons parlé de faire des crédits autant à la production, qui représente à peu près moitié portefeuille agricole, nous, mais également à l'élevage, également à la transformation, également à l'équipement. Donc, nous tous côtés, nous régions, par exemple, nous travaillons dans la Tibonite, nous travaillons dans le nord, nous travaillons dans l'ouest, dans la zone Kinskoff, nous travaillons dans le sud, et nous dans le centre, et par exemple, nous dans Mirbalais. Donc, nous avons ambition pour nos deux barrières, c'est servir le plus de clients possible, et il faut me dire que l'observer le plus de clients tout, vos moyens, c'est-à-dire que moyens pour mettre en œuvre, les quoi payer, les moyens technologiques, ils viennent répartis sur un plus gros chiffre d'affaires. Troisième ambition nous gagnons aujourd'hui, c'est de plus en plus être plus efficient pour servir mieux le client et baisser les coûts de délivrance du service. Ça n'a pas fait, c'est que nous avons digitalisé et progressivement, nous avons digitalisé et nos process, c'est-à-dire et façon de délivrer les produits. Un bon exemple très simple. Sogesol inaugure un produit dans le crédit agricole que nous allons étendre à toutes les activités de Sogesol. L'homme, on a fait crédit ou aller avec une tablette souterraine. Une tablette. Et tablette, ça a connecté par Internet avec système gestion, système base de données. Donc, officiel de souterrain, il a fait tout le travail crédit en quelques heures à partir du contact Internet et puis tourner et puis crédit a tout approuvé dans l'après-midi. Et parce que c'est une chose qui est très important pour les clients microfinanciers, c'est l'agilité et la rapidité. Donc, bon, il y a un exemple, mais nous pouvons utiliser extensivement des outils plastiques, par exemple, pour nous bailler pour nous, pour nous avoir besoin constamment utiliser cash. Nous pouvons utiliser, nous travaillons sur ça, nous pouvons utiliser le téléphone dans tout. Donc, nous avons fait une transformation digitale et nous pensons que dans les 3 prochaines années, nous avons une entreprise entièrement digitalisée. Ok, et merci. Et je pense que nous allons retourner sur la digitalisation. Mais il y a un point quoi avancer là qui est un petit genre et piquer curiosité, c'est que nous voyons que en Haïti, bon, nous voyons que et même au niveau du gouvernement, on dit qu'on certains mépris, si je dis comme ça, parce que nous même dans le budget, nous c'est à peine 3% qui est alloué avec l'agriculture. Et nous avons tout, gagné, en dehors de Rissio, certes, et qui gagne dans l'agriculture là. Et nous voyons que si tu as vraiment une relance de production nationale là, au moins tu es capable de minimiser, on dit, et déficit, parce que nous connaissons nous importer plus que $1 milliard seulement dans manger. Et si nous allons plus loin, un rapport, et Banque mondiale, ça son rapport m'a cité, qui t'a même dit que l'économie rurale en Haïti à Konya, et revenu cap dégagé au plus sorti dans transfert au lieu de production et agricole là même. Alors que ou saute parler au bano des chiffres là qui très convaincant sur et agriculture là, crédit agricole là, pour qui ça en dépit de tout tableau ça nous sommes présenté à là, une institution de Sogesol, lui-même il prend risque pour lui investir dans l'agriculture. Bon, écoute, nous pas venir là pour nous perdre de l'argent. Parce que c'est la loi du métier. C'est-à-dire, soit pour finance, nous avons dit le premier péché mortel en banque ou dans une institution financière en général, c'est prendre propre dans mes déposants et puis perdre. Ou disparaître.
Deuxième péché, c'est prendre comme là, même déposant et puis pas faire rien avec. Mais deuxième péché, c'est lui-même qui inspire ce sol. Parce que, forme du que l'homme est entré dans le microfinance même, et que banque est bien comme même, toutes les banques haïtiennes, y compris la Sojibank, c'est sur liquide en monnaie locale. C'est sur liquide en monnaie locale, il vient sur liquide en dollar tout. Donc, une mission, c'est prendre comme ça, faire le marché dans le sens intérieur qui micro-emprunteur. Ok? Maintenant, l'agriculture, c'est un bail qui est très complexe. Mais thème d'une réalité de ma point de vue, dans le travail, ce n'est pas un manque de rentabilité fermier ou bien ferme agricole qui fait que banque pas prêter. Qui fait que banque pas prêter dans l'agriculture. Et ça, c'est un premier constat que nous faisons nous-mêmes dans la microfinance qui fait notre fait métier ça. C'est-à-dire que l'on va mon crédit, mon cas rentabiliser crédit. Le problème de l'agriculture, c'est les risques. C'est les risques. Or, banque commerciale, c'est un métier qui est très peu enclin à prendre des risques, et ça, c'est l'autre page, ou l'autre émission d'après ça. Même cas, que l'une des caractéristiques du banque commerciale dans tous les pays du monde, c'est le conservatisme en matière d'octroi de crédit, en matière de placement. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai pour la microfinance. La microfinance, c'est quand une compagnie d'assurance, c'est-à-dire que même si on n'a pas une garantie, même si on n'a pas une documentation, une fois que nous étudions, nous confions que nous allons générer cash flow, rentable, nous financier, mais simplement dans l'arithmétique, c'est-à-dire dans notre structure de coûts, nous allons allouer une portion plus importante que la banque commerciale là pour nous taper du l'argent. C'est-à-dire que nous avons une provision plus élevée. Mais, ça qui fait moi-même moins intéressé dans ce service-là, c'est que ce que taux d'intérêt que nous chargeons, est suffisant pour m'aborder le risque. Je dis, ok, je prends le risque même si je n'ai pas une garantie. Tu vois? Mais une fois que j'étudie, moi, que je n'ai pas nécessaire, parce que ma douce là est bien simple. Ça qui fait que je n'ai pas fait l'agriculture, je n'ai pas retrouvé en agriculture, même si c'est un gros choc de cyclone, quelconque, ou bien une insécurité. C'est parce que mon l'arithmétique par là, il paye un crédit, et puis il y a suffisamment de copies pour le manger. Parce que sinon, ça ne peut pas être la caille, ça peut disparaître. Donc la rentabilité est au rendez-vous. Mais il y a un risque, mais gens que la banque commerciale traditionnelle fait du risque, c'est étudier le risque, à sa propre chance avec lui, re-garantie, re-document, analyser, etc. Ça va être radicalement différent dans la microfinance. La microfinance, ça aller rapide, il fait crédit très vite, là, il fait des crédits rentables, il connaît que la rentabilité après le petit coup, un risque important. Voilà la différence et tout ça, va rentrer dans l'agriculture. Ok, monsieur Boisson. En fait, on nous font rentrer dans la réalité que nous vivons aujourd'hui. Nous connaissons que le secteur microfinance, le secteur micro-entrepreneuriat, tout micro-entrepreneur, en fait, l'économie haïtienne, via politique là, qui est transversale, tu subi déjà les troubles publics qui étaient gagnés avant. Et je ne dis à la monde là, pas même Haïti seulement, monde là frappé par une pandémie qui c'est COVID-19. Et je pense que le secteur qui puisse toucher, c'est à soi-disant secteur pas nous, qui c'est microfinance. Qui j'en soje sol de vivre période ça et qui j'en ouais secteur là, qui risque ou qui frappe secteur là. Bon, COVID-19 là, il y a deux aspects que nous ne pouvons pas confondre. Il y a un aspect sanitaire, c'est-à-dire maladie à lui-même. Et il y a un aspect conséquence maladie à gagner sur qui j'aime mieux pas comporter. Et comment aussi les politiques publiques qui prennent pour mitiguer, qui prennent pour réduire le risque pour nous mourir de maladie. Que pour nous gagner à l'hôpital et puis l'hôpital va pas sérieux. En première, l'impact sanitaire du Covid, notamment en Haïti, est relativement faible de ce que je sais, de ce que nous avons exprimé, par rapport à d'autres maladies qui étaient passées en Haïti. Un bon exemple de ça. Jusqu'à présent, officiellement, disons, nous avons à peu près 150 morts, 200 morts. C'est hors de grandeur. Nous avons à peu près quelques milliers de monde qui touchés. L'on prend
dernière crise sévère qui passe en Haïti, qui est la crise du choléra, qui éclaté après le séisme en octobre 2010, officiellement duré 9 ans, mais vraiment qui s'est frappé sévèrement pendant à peu près 5 ans. Crise ça, il fait 10 000 morts en Haïti. 10 000 morts. Pas bien, la maladie elle-même du choléra n'a pas eu un impact énorme sur la microfinance ou sur l'économie haïtienne. Parce que les gens qui simplement mourir ou bien les gens qui ont une maladie ne sont pas disponibles comme clients. Donc, ou juste une réduction. Mais ou pas un aspect de épidémie, de propagation du mal qui est tel que, comme ça avait été le cas pour le sida en Afrique, côté que des villes entières qui disparaissent parce que le sida a été frappé tellement jeune que pas de monde pour travail. Est-ce que tu vois? Donc, ça, ce n'est pas le cas. Le Covid n'a pas entraîné, bon, aux États-Unis, certainement, nous avons dit qu'il y a 150 000 morts, mais attention, nous avons des 150 000 morts, 153 000 morts aux États-Unis. Mais la force de travail américaine et la population américaine, c'est 340 millions d'habitants. Et c'est une force de travail de 160 millions d'habitants. Donc, c'est une fraction extrêmement minime de gens qui mourent ou bien même qui frappent, parce que on va parler de 4 millions de monde aux États-Unis, 5 millions, disons, 5 millions de monde par rapport à 360 millions de monde, on va parler à peine de 1,10% de la population. Côté Covid, il y a un problème, qui a posé un problème pour nous. Premièrement, la façon de lutter contre le Covid dans la plupart des pays, c'est nous pas de traitement pour lui, nous pas de vaccin pour lui, donc on cache. Comme je passe unique, c'est confiner les gens, empêcher parce que c'est tellement facile pour attraper la maladie, ça, il est tellement rapide pour établir contagion que si ça frappe nous, nous ne pouvons pas à l'hôpital pour nous coucher les gens, on va pas obligé de quitter le monde. Donc, c'est les gens qui la caille. Ceci s'est passé aux États-Unis, ceci s'est passé en France ou en Espagne, et encore dans certaines parties des États-Unis. Mais l'ordre de Haïti, pas de moyen pour confiner les gens en Haïti. Parce que les gens vivent le jour le jour, pour confiner les gens dans la caille, ils ne pas sortir pendant un mois, mais les gens tout mourir la caille. Parce qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de provision alimentaire la caille, pour le manger, pour le sortir. Donc, première caractéristique différente d'Haïti par rapport aux États-Unis, ils ont confiné seulement une petite partie de la population qui sont restés chez eux. Mais nous parlons de gens qui ont les moyens de rester chez eux. Mais la grande majorité de la population haïtienne a continué à vaquer à ces occupations. Deuxième caractéristique, c'est que la population haïtienne, à cause de structure d'âge, et qui est très peu de grand monde là-dedans, or c'est un grand monde qui gagne la plupart des morts, la plupart des hospitalisés et tout. Donc la population haïtienne de 10 août n'a pas été fortement touchée par le Covid en termes sanitaires. Par contre, et c'est là ma vie d'abord, ni en termes de mesures pour lutter contre le Covid, c'est-à-dire le confinement, ni en termes sanitaires, nous n'avons pas une catastrophe que nous comprenons que dans le baptême. Par contre, nous vivons en Haïti des transferts. 60% des familles haïtiennes ont comme principal revenu les transferts de la diaspora. Or, d'où viennent ces transferts-là? Les transferts viennent en majorité des États-Unis, on a dit 70 à 80% des vendeurs du mois, et ils viennent du Brésil, ils viennent du Chili, ils viennent de la République dominicaine, ils viennent de Bahamas, ils viennent de Turquie. C'est là que transfert sorti. Donc, le plus gros crête que nous avons en Haïti, c'est que le pays s'est fermé, et puis le chômage mettait pied, et puis bon, il n'y a pas de transfert encore. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Le transfert a baissé en mars, 8,2%, 4% en avril, et puis en mai, remonté par rapport à mai 2019, mai 2020, nous avons 36% d'augmentation record des transferts. En juin, c'est 53%. Mais attention, pour ça, c'est parce qu'il y avait eu des allocations chômage très élevées aux États-Unis. Qui étaient distribuées aux États-Unis. Date d'expiration allocation ça, c'est juillet, mais nous avons bon espoir que nous allons renouveler, même si c'est partiellement. Donc, allocation ça, c'est une soutenue transfert, il fait que la population peut dire. Mais ça finit ici. Quatrième barre, c'est que malgré que nous passons sévèrement frappés, mais la Banque centrale a pris des mesures pour prévenir la perte de cash des clients et ils fait des mesures de moratoire, ils fait des mesures diverses qui te viennent créer peut-être des effets pervers parce que dans la mesure où l'ordre du monde, mon cher,
Et on pas besoin de payer banque là non, on pas besoin de payer banque là parce que faut on petit camper puisque on a un problème, c'est qu'on crise qui est le Covid là. Et comme ça tout est à pas payer donc les institutions de microfinance ont connu une montée de délinquance. Même pas considérer ça comme très très grave parce que nous étions déjà dans une situation aussi grave sinon plus grave au pays là. Donc nous avons déjà fait des moratoires, nous avons déjà je pense que il y a eu des institutions qui ont eu plus de dommages que d'autres. Mais la clé des institutions qui sont restées et qui performent et qui vont continuer à performer, qui vont pouvoir survivre à la crise, c'est l'accès aux ressources financières, donc l'accès à la liquidité. Donc, si vous voulez dire, pas qui ça peut nous passer pour nous résoudre la crise client. Si client vient nous gagner, c'est bon. Et la solution est très claire. Nous avons vécu une crise bien plus importante que le Covid, qui était le séisme du 12 janvier. Côté Sogessol, tu as gagné 2 tiers portefeuille qui touchait 2 tiers. Eh ben, 2 tiers, ça nous fait face à besoin clients, nous pas des clients reprennent tout de suite, nous refinancer et ça a été en fait salutaire. En fait, clients viennent considérer presque comme une compagnie d'assurance, puisque les clients n'ont pas de accès à Cassio, ils étaient perdu du caillou, ils étaient perdu du business, mais Sogessol était là pour dire, écoutez, ou comme non seulement pas besoin de payer Kounia, m'a bon suffisamment de corps pour rouler pour d'ici 2 ans ou payer tout le crédit. Et ça c'est passé à 92%. Maintenant, même pas ça. Donc intéressant et monsieur Bosso, si bien comprendre là, ce que ça veut dire que Sogessol et par rapport avec crise Covid-19 là, il est assez bien campé et il était des mesures que était préparé pour ça. Donc bon, techniquement, est-ce que malgré tout, Sogessol te joint des appuis financiers et est-ce que il y a des opportunités qui sortent de crise ça pour Sogessol? Bon, écoute, nous pas vraiment joindre des appuis financiers publics, c'est de ça parler. Il y a des institutions qui financent, comme c'est le cas pour nous, pas en banque, parce que nous sommes fidèles à 50% de Sogebank et nous avons accès aux liquidités de la Sogebank pour prêter à nos clients. Là, c'est le même cas pour la NCN, c'est le même cas pour Microcrédit Capital et d'autres institutions qui parlent des filiales de banque, mais ils ont accès au crédit. D'autres institutions ont accès à des fonds étrangers, comme c'est le cas de Fonds Causé. Fonds Causé prend des dépôts, tout, comme dit ça. Donc, moi, je pense qu'à mesure qu'on a une liquidité, que le venu de banque, que le venu de l'extérieur, si vous êtes capable d'avoir une liquidité assez rapide pour faire face à besoin clients, parce que lors d'une crise comme ça, première clé du succès, c'est accompagner les clients. Par client, font titan, pas mal de respecter nécessairement le calendrier initial là, parce que les combats qui tombent sous doli, qui ont une crise soit naturelle, soit externe, ou soit politique, que c'est pas faute lui. Donc, la clé pour pouvoir faire du refinancement et pour pouvoir accompagner les clients, c'est qu'on a une bonne base de données. Là où excellent en termes de données, qu'on ait exactement tout historique client. On va dire, le client va gagner un asset, le client va gagner le client va gagner un caille, il va gagner une machine. Vraiment, plus grosse information, plus précieuse pour lui, c'est l'information. L'historique de crédit. Sur base du comportement de mon et sur base de l'information que nous gagnons, nous connaissons exactement combien de cob que le monde a besoin, combien de cob il a généré, dans quel marché lié. Donc, à partir de ce moment, nous accompagnons les clients pendant la crise et nous donnons plus de temps pour le payer après. Ok, et donc là qu'on a, si nous avons essayé font une ouverture et par rapport avec transformation digitale côté qui est évoqué et dernièrement et on a même dit que peut-être qu'avec digitalisation donc il était capable de minimiser le risque là en façon réduire distanciation donc monde capable côté OIA capable de faire des transferts des transactions et nous avons récemment un partenariat qui est fait entre la Sogebank et puis Moncash. Est-ce que ça t'a veut dire que nous commençons à tourner nous davantage vers lui? Est-ce que déjà ou du moins nous envisageons et implémenter dans le sens que un client capable de recevoir et crédit sous téléphone, il est capable de payer tout sous téléphone? Est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable. Il faut me dire que le plus gros obstacle que l'autre fait offre de produits technologiques pour remplacer des produits cash, pour remplacer la finance traditionnelle, c'est l'adoption par le client lui-même.
Et pour le client adopter, il faut que le client capable avec téléphone. Par exemple, là, pour un téléphone, il faut que non seulement faire des paiements de personne à personne, mais il faut aller dans le market et payer avec lui. Tu vois? Donc, c'est l'écosystème qui est la première chose sur laquelle on travaille. C'est-à-dire que permettre qu'on ait un réseau de commerçants à travers le pays qui entraîné et qui équipé pour être capable de recevoir paiement, par exemple, par des cartes. Ce n'est pas seulement un téléphone, par des cartes aussi. Premier là qui est simple pour utiliser par client, c'est des cartes de débit. Pas des cartes de crédit, mais ça capte des cartes de crédit tout. Mais disons qu'au moins des cartes de débit où la personne, avec un simple plastique, qui doit aller et puis l'acheter, ça le voulait. Donc, il faut travailler sur l'écosystème, il faut travailler sur l'éducation, il faut travailler l'éducation dans le sens de l'habitude surtout, de faire client connaître qu'il est capable d'utiliser autre que le cash. Et pour le moment, dans un pays comme Haïti, le cash est beaucoup plus simple, est beaucoup plus facile, est beaucoup plus utilisé et beaucoup plus versatile. Il permet qu'on fait des transactions de tous ordres. Donc, c'est au fur et à mesure que nous construisons un écosystème performant et que nous gagnons de bonne communication dans le cas du téléphone, que nous pourrons voir clients utiliser. Mais nous avons partenaire à mon cash, ça c'est sûr. Et mon cash, on va développer très rapide. Mais simplement que mon cash vient pas seulement pour développer en termes de nombre de téléphones qui cabot ce service-là, mais en termes d'adoption du client et que utilisation téléphone pour différents types de produits. Pour le moment, le nombre se développe, mais l'adoption n'est pas encore au rendez-vous. Donc, il va le marcher au fur et à mesure. Ok, donc question ça c'est un auditeur qui t'a remis posé. Il dit ou parler de refinancement, ou parler de rééchelonnement tout, mais ça c'est pour monde qui était déjà dans le système là. Mais pour nouveaux clients par exemple qui t'a besoin pour un crédit dans un moment, il t'a remis connaître est-ce que nous fait en sélection ou du moins nous financer des secteurs par rapport à l'autre, est-ce que il y a des secteurs d'activité dans un moment nous font camper sous eux? Bon, écoute, nous pas vraiment empêcher les gens qui dans n'importe quel secteur pour prêter dans ce sol. N'a pas l'étudier avec lui parce que nous avons moyen pour nous étudier avec clients par enquête et par conversation simple. Côté le sorti, côté chiffre d'affaires là. Donc c'est côté chiffre d'affaires là, c'est côté rentabilité là que on parle plus clients. Par exemple, les activités commerciales où est plus clients non microfinance par rapport à d'autres types d'activités parce que tout simplement l'économie baille opportunité à plus commerçants qu'à industriels par exemple. Ouais. Donc c'est l'économie elle-même qui va guider la demande. Donc nous fait crédit, je ne vais pas répondre à question ça, je vais tout répondre. Nous fait des crédits à des petites entreprises qui démarrent à 50 000 gouttes, même parfois moins. Nous faisons des crédits privés jusqu'à n'importe qui 10-15 millions de gouttes. Nous faisons un peu de crédit commercial, donc un peu de crédit au PME. Nous faisons crédit agricole, nous faisons crédit au logement, à l'amélioration du logement, PEMCRAI, l'école, nous avons crédit d'école qui est très populaire, etc. Maintenant, il y a des époques ou des localités côté pour aller joindre moins de demande pour tel ou tel produit. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui sélectionnons, qui discriminons les clients. C'est en fonction de demandes qui viennent présenter à nous-mêmes, que nous étudions, que nous parlons qui sont capables de faire. Ok, rapidement, M. Boisson, il y a un auditeur qui t'écrit, nous pose deux questions. En fait, première question, c'est où tu as parlé de taux d'intérêt qui était plafonné au début, que vous venez retirer. Limando, est-ce que qui ça nous a fait pour nous limiter le taux d'intérêt pour que l'y trouver qui est extrêmement haut? Et deuxième question, c'est Limando, qui ça qui empêchait que secteur non coopératif là et blaye dans le cadre légal, même j'ai un secteur coopératif là? Non, écoute, c'est une question pour t'avoir posé les parlementaires. Parce que bon projet de loi et microfinance qui déposé, lui-même il y a 5-6 ans. Oui, ça qui quelque temps. Oui. Et dans la chambre, il n'y a pas de jambe hôtel. Mais il n'y a aucune raison. La raison pour laquelle tu as eu un cadre légal, un dit deux bagages. Premièrement, les coopératives, historiquement, ont précédé, de loin, l'institution de microfinance non coopérative. Les coopératives ont apparu dans ce pays depuis 1946. Et elles ont fait l'objet d'une loi et de la création d'un organe de régulation qui était le CNC, Conseil national des coopératives, depuis 1953.
Puisque la microfinance est vraiment apparue en Haïti au niveau des nous avons dit les années 90. C'est peut-être 2 ou 3 ONG qui travaillent sur terrain et Fondation nationale de oui, mais elle va trouver toute ampleur. Mais en fait, l'explosion de la microfinance a eu lieu plutôt, nous avons dit, dans la fin des années 90. OK? Maintenant, cadre légal là, il ne faut pas penser que c'est ça qui va mener l'explosion non plus. Ce n'est pas parce qu'on a un cadre légal qu'on va l'exploser ou pas exploser. Ou pas nécessairement obligé de réguler toute activité économique. Ou réguler la bonne raison pour réguler. La raison pour réguler les gestions de finances en général, c'est beaucoup plus pour protéger les déposants eux-mêmes que les emprunteurs. Okay. Parce que les déposants, ils considèrent que le déposer comme une banque, ils carrément ferment les yeux et ils déposent dans une banque. Donc, si vous êtes au même sous banque là, et au cas d'une situation de crise, tu vois. Donc, c'est ça la raison de la régulation. Maintenant, si nous comprenons bien les questions auditeurs, c'est. Je ne vais pas tromper d'auditeur. Ou tu parles de régulation et on dit. Répétez la question ça après. En première question, qui c'était plafonnement taux à côté parler avec au première fois, il demandait qui a fait pour baisser taux de crédit dans le secteur microfinance. Où est le monsieur dans ce pays, c'est arrivé ailleurs. Lorsque le gouvernement vient et dit ah, moi j'ai trop haut, m'a limité. Vous comprenez ça veut dire? Automatiquement, tout crédit qui petit, il va l'exclure du marché. Oui, parce que coût bien élevé. Un crédit petit, plus cher. Donc, là, on plafonne, et c'est ce qui est arrivé, le taux à 22%, et même tout ça, c'est 2500 crédits dans le système. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas de jeune crédit, non. Mais il était joigné dans les usuriers. Il était joigné, et il continue à joigner dans les usuriers. C'est pas mal qu'il disparaisse. Mais là où une institution microfinance au début, tu as chargé 5%, 4-5% par mois, une institution usurière, ça, pas une institution, un usurier, c'est prêté à 20% par mois. 20% par mois. Donc, l'institution, le client avait le crédit, mais il l'avait très cher. Pourtant, il continue à fonctionner. Ça, on le sent là-dedans, ça veut dire que enseignement dans ce là que tout le monde pas ouais. C'est que le client lui-même génère des taux de rentabilité très élevés, même s'ils sont pauvres liés. Parce qu'ils sont pauvres, ou bien $100 crédit, $200 crédit. Quoi faire des 200% là, mais ça arrête, l'argent qu'on fait sur crédit qu'on prête là, on fait comme tout lui, mais qu'on va tellement petit, que le papa, il ne va pas faire pour vous, mais il peut contraindre nous à faire des affaires petit tout, parce que crédit a petit. Mais crédit a payé très cher. Et usurier un jeune comme lui. Il y a un papier, il y a un payé. Mais usurier un jeune comme lui, c'est que là où vous êtes dans l'institution microfinance, où a élargi crédit quoi bas un client, mais à un taux plus faible. Même si toi paraît élevé, ce qui s'est passé à travers le monde et qui s'est passé en Haïti, c'est que là, ils ont éliminé le plafond tout d'intérieur. Ils permettent de payer plus cher. Brusquement, les banques viennent vendre plus de monde qu'avant pointer la caillou. Donc, contrairement à ça, un peu le monde pensait, le crédit plus cher va créer une demande beaucoup plus élevée. Et on voit que ma institution, par exemple, qui charge beaucoup plus cher parce que au Mexique, il est comportement. Comportement, je dis, cap chargé près de 70-80% là, en moyenne, il y a 3 500 000 clients. Et pourtant, les clients, ça ne va pas plein, non? Il ne va pas plein. Pour qui ça? Qui ça qui veut dire ça? C'est parce que, moun pas j'aime calculer. Yo calcule combien de banques chargées, mais yo pas calculer combien de moun ça a fait. Comme bon raison, bon ou bail qui moun pas réalisé. L'homme on a fait 10% sur marchandise de profit. Mais s'il vend marchandise là, au lieu de le vendre en 3 mois, 2 mois, 3 mois, ça veut dire qu'il y a 4 rotations par année. Li vend li une fois par semaine, il vend tout stock li. Ça pas minimiser. Li peut faire 10% dans 52 semaines. Donc, en fait, parce que 52 semaines dans l'année. Donc, il peut faire 520% sur marchandise. Parce que ça, quand il vend, il peut venir acheter encore, il va venir revendre encore. Taux de rotation rapide, ça fait que les entreprises qui empruntent, les micro-emprunteurs qui empruntent l'institution de microfinance, en général, le bon rotation est très rapide et c'est la rapidité avec laquelle ils ont accès à l'argent
qui viennent faire que fait comme, qui viennent faire que capable de générer eux-mêmes ou aussi des pour vivre. Et c'est donc question d'honnêteté à mal comprendre parce que vous comprenez seulement comme si on a dit regardez banque là, vous dit banque là chargé trop cher. Mais vous pas réaliser que si banque était chargé trop cher, on pas venir même banque là pour demander comme là. D'autant plus que il y a des côtés pour y aller, il y a au moins de d'intérêt. Mais à travers le monde, là ils viennent créer explosion microfinancière, ils viennent ouais beaucoup plus de centaines de millions de monde aller vers microfinance commerciale là et joindre comme là. Même si vous payez plus cher mais vous joignez, vous faites comme sous lui, vous retournez après. D'accord. Et nous allons retourner sur ça dans une prochaine émission. Donc, nous sommes arrivés dans cette émission-là. Donc, rapidement, on dit que, bon, Sogesol, on dit que son référence dans ce sens-là, en termes d'institution qui fait face à un paquet de bonnes crises, elle est toujours surmontée. Donc, par rapport à chiffre qu'on se bat là, donc, situation financière et Sogesol, donc, les plus ou moins stable là, pour nous dire comme ça. Donc, est-ce que c'est au tabac et par rapport à l'autre institution que l'État est dans secteur et microfinance pure, du moins sous l'autre captant de là, est-ce que tu as dit, par exemple, proposer ou du moins conseiller des mesures en dehors des gestes barrières qui ça le décaille rapidement? Non, première mesure que même pense au monde fait pour gagner, c'est moderniser pour capable gagner un accès à des ressources financières. C'est-à-dire que, par exemple, une série de monde qui était dans ONG, pas vrai, qui était simplement pour recevoir monde, qui a la charité, pour capable faire crédit. Le mouvement dans le monde, le microfinance créé, c'était de transformer ces ONG en institution qui est capable de banques, ou bien capable de faire plus accès à crédit. Okay? Donc, la modernisation, par exemple, de la gestion de ces institutions-là, la base de données, gestion financière, organisation, mounio, pour permettre de plus de cob. Parce que c'est l'organe plus cob, mais qu'on est capable plus facilement servir client parce que nous avons un cob rapide, il faut capable suivre le client, il faut capable un appareil humain, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui pour connaître leur bail crédit, pour le suivre, pour le collecter, etc. Donc c'est dans la modernisation, c'est dans l'équipement humain, l'équipement informatique, la base institutionnelle de l'institution qui a pour crédit que se trouve le secret non seulement d'avoir les moyens de financer le plus client possible, parce que, pas oublier comme dit, l'organe plus client à financer tout, vient moins cher au même. Parce que, on dit que le général qui touche le même salaire, si une institution qui a 25 000 clients, par rapport au même nègre qui a touché le même salaire, mais il a 5 000 clients, forcément, il vient coûter plus cher à l'institution. Puisque, on peut avoir plus de chiffre d'affaires pour amortir salaire nègre. Donc, c'est une modernisation, équipement, assistance technique pour permettre l'institution solide que se trouve d'après moi la survie et la capacité de gérer des crises. Pas oublier le secret pour gérer des crises, c'est d'avoir la liquidité pour accompagner les clients et permettre de passer ces crises-là et puis payer au bidon. Parfait, M. Boisson. On dit un bon système tout d'information, j'entends parler d'ailleurs tout. Absolument. Système d'information peut être intégré de capacité managérielle et de capacité à gérer des crises. C'est information qui te permet nous, le séisme t'est passé, pour nous discriminer, pour nous connaître tel client qui a gagné tant de milliers de gouttes, tant de centaines de milliers de gouttes, tel client pas capable, tel client capable de échelonner, tel client capable de financer. C'est base qui te permet de nous gérer tout ça, c'était la qualité de notre base de données. Et sophistication, gestion, information, l'institution. Parfait, M. Boisson. Donc, comme dit l'adage, en toute bonne chose, malheureusement, il faut toujours considérer la fin. Parce que causerie nous est assez dynamique et parce que tout auditeur, auditrice édifié. Nous rappelons que plateforme coup d'œil sur la microfinance disponible n'importe quelle heure pour Sogesol ainsi que pour vous. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous allons recevoir. Si toutefois vous avez un dernier message pour clientèle et puis tout le monde qui est dans ce secteur là et peut-être même pour le gouvernement, c'est à qui ça? Message, mais c'est le plus important, impératif social. Et ça qui parle d'Haïti plus promesse là, c'est essayer de moun, non pas la charité, mais moyen pour le travail, pour générer propre revenu, pour réétudier l'école. Moi, c'est ça, il y a un panage microfinance là. Mais si l'État ici était pensé à création d'emplois, accompagnement des entreprises qui eux-mêmes créent des auto-emplois ou créent emplois, c'est focus société haïtienne là, dessous, améliorer
capacité économique et commerciale des Haïtiens pour capable de moyens pour au niveau du dessin et puis réviser l'école. D'accord. D'accord, merci M. Boisson. Donc, c'est un plaisir pour nous te gagner dans l'émission Coup d'œil sur la microfinance. Donc, pour